Le cercle RH, notre débat pour parler d'un sujet tabou qui est de moins en moins, la maladie, le cancer. Évidemment, cela pose d'énormes problèmes. Vous qui êtes salarié, cadre, collaborateur, d'abord comment on l'annonce, comment on traverse cette période de soins, mais parfois on a envie de continuer à travailler, ne pas rester évidemment hospitalisé ou chez soi. Comment on traverse cette période et comment on revient ensuite, et puis surtout comment l'entreprise vous accompagne, vous aide à sortir de cette situation qui est souvent une situation douloureuse sur le plan physique, psychologique, et puis qui a vraiment des conséquences évidemment sur la vie familiale et sur la vie personnelle. On en parle avec mes invités, ils sont engagés sur ce sujet. À ma droite, Anne-Sophie Tuzinski, merci d'avoir répondu à notre invitation, fondatrice de l'association Cancer at Work, et on parlera de ce baromètre avec des chiffres, alors qui sont à la fois pour certains très bons, puis d'autres qui sont plus alarmants sur les salariés qui considèrent que les entreprises ne les accompagnent pas suffisamment. Et puis aussi un vrai problème d'information, on en parlera. Il y a des dispositifs qui existent, mais les salariés ne les connaissent pas forcément. À ma gauche, Patricia Ferré. Bonjour Patricia. Bonjour. Ravie de vous revoir, fondatrice et directrice générale de l'association Envie 2. Chiffre 2, résilience. Vous aussi, vous avez un baromètre qui est un petit peu plus ancien, mais on en parlera, j'en suis sûr. Et puis avec nous, Philippe Salle, président du groupe Foncia. Merci d'avoir répondu Bonjour. À notre invitation, malgré votre emploi du temps. Parce que d'abord, Frédéric Fougera vient chaque mois dans une chronique et nous avait éveillé sur ce sujet à travers sa chronique sur les maladies graves, les cancers. Je me tourne d'abord vers vous, parce que vous êtes à la tête de cette entreprise, très engagée sur la RSE. Cette question-là, quand vous avez pris les rênes du groupe Foncia, comment elle vous est arrivée, j'allais dire, très, très abruptement aux oreilles? Comment un patron qui dirige une entreprise, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse, a aussi eu envie de s'atteler à cette question-là? Alors d'abord, je ne me suis pas attelé à la question en arrivant chez Foncia, heureusement. Je l'ai fait dans les autres groupes que j'ai dirigés avant. Et comme vous le dites, ma carrière a été dans les activités de service. Les activités de service sont des hommes et des femmes. Et donc, j'estime que ça fait partie inhérente de ce que doit faire une entreprise pour garder la motivation de ses équipes. Voilà. Juste d'un mot, quand un collaborateur pousse d'abord la porte de son manager, elle a d'abord rencontré un médecin. C'est ça le parcours qui lui a annoncé cette nouvelle. Elle a pris une chape de plomb. Ouais. Puis ensuite, elle en parle à ses proches. Et puis en général, on pousse la troisième porte qui est le manager ou le RH. Et puis ensuite, ça remonte. Ça se passe comme ça? Oui, ça se passe comme ça, exactement. Alors, moi, j'ai jamais été malade, donc il faudrait demander à ceux qui l'ont été, parce qu'eux ont ce parcours-là. Je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est clair que l'entreprise n'est pas la première, et heureusement d'ailleurs. Je pense que le cercle familial est quand même beaucoup plus important. Évidemment. Mais c'est important, par contre, qu'il le soit assez vite, parce que les formes d'accompagnement peuvent être diverses. Voilà. D'abord, je pense que chaque maladie est différente. Et donc, il n'y a pas de modèle, pour moi. Il y a des gens qui veulent rester travailler, des gens qui ne veulent pas. Donc, il faut pouvoir s'adapter à toute situation et pouvoir, justement, être assez flexible sur ce sujet-là. Ce qui est important, je pense, pour une entreprise, c'est pas de laisser ses équipes en rase campagne. C'est ça qui est le plus important pour moi. Et puis qu'on les informe et qu'on accompagne les managers. Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Tuzinski. Est-ce que ma description était juste, vous qui avez traversé cette épreuve? Comment ça se passe? Parce que c'est pas anodin de fonder une association Cancer at Work. C'est aussi pour transmettre, donner des informations. On se sent seul quand on est touché par et qu'on apprend cette nouvelle souvent triste. Alors précisons qu'on pour certains cancers, on reprend vie après, on est soigné et on continue, la vie continue. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à être malades, des cancers, mais pas que. Aujourd'hui, on a 1200 personnes qui, chaque jour, apprennent qu'elles ont un cancer en France. Ce qui est énorme. C'est gigantesque. Et on a 40% de ces personnes qui travaillent. Et on ne parle que des cancers. Si on élargit le cercle, c'est 15% des actifs qui sont directement concernés. Et le Conseil économique, social et environnemental annonce un quart de la population active directement touchée à horizon 2025. C'est demain. Autour de ces malades, des aidants personnels, les proches, mais aussi des collègues, des managers. Donc finalement, c'est toute l'entreprise qui est directement concernée par ce sujet qui hier était un sujet de santé, qui, avec les progrès thérapeutiques et l'allongement de la durée de vie au travail, s'est invité dans la vie de l'entreprise. Alors aujourd'hui, encore trop peu de gens osent pousser la troisième porte, celle de leur employeur. C'est la question que je vais vous poser. C'est un tabou, on n'ose pas. On n'ose pas, encore dans une situation sur deux, ce qui est beaucoup trop, parce qu'on se prive finalement de la chance de mettre en place un accompagnement adapté pour pouvoir
revenir au travail dans de bonnes conditions ou continuer à travailler quand c'est possible et quand on le souhaite dans de bonnes conditions. Je pense au film de Magimel et de Catherine Deneuve qui est en ce moment à l'affiche et qui pose cette question aussi de la manière dont les médecins doivent prendre en charge les premiers mots de l'annonce d'une maladie, puisque dans son cas, je ne veux pas spoiler le film, mais c'est une maladie, un cancer incurable, donc il a toute une réflexion à mener sur lui-même. Ce sujet, les chiffres que donne Anne-Sophie Tuzinski, c'est vrai qu'ils sont assez effrayants. Ça veut dire qu'il faut une réflexion globale sur la prise en charge de ces personnes, de leur accompagnement, de la façon dont on va leur permettre de reprendre ensuite une vie, parce que, en fait, pour le dire un peu cash, la personne qui est atteinte d'une maladie, un cancer du sein pour les femmes, très fréquent, elle se dit, moi, quand je vais revenir, on va me placardiser. On va penser que je suis faible, que je ne vais pas avoir la force de... C'est ça l'angoisse, finalement, du salarié. Je pense que assez globalement, c'est quelle est la place de nos épreuves de vie dans le monde du travail. Quand on voit le rôle, justement, que représente le travail dans un processus de reconstruction, parce que c'est un facteur identité majeur, c'est notre utilité, c'est le sens qu'on peut donner aussi à nos vies. Aujourd'hui, la difficulté, c'est vrai qu'il y a effectivement tous les travaux, tout ce que vous faites depuis plus de 10 ans pour justement libérer la parole et faire qu'aujourd'hui, il y a quand même 50% qui osent. Mais quelle est la place du droit à l'erreur? Quelle est la place du droit à l'échec? Quand on sait que l'entreprise est friande d'innovation, faut peut-être se rappeler que le démarrage de l'innovation, c'est une rupture. Et que là, en l'occurrence, certes la maladie, mais certes effectivement aussi l'échec, le dépôt de bilan. Moi, c'est vrai que j'ai envie de résilience. On est sur un spectre à 360 degrés. En fait, peu importe la nature de l'épreuve, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment l'entreprise va être en capacité d'accompagner et de valoriser effectivement ces épreuves de la vie pour la personne, pour l'équipe, pour son engagement sociétal et pour tirer profit finalement d'une performance qui peut être globale. Quand même, là je me tourne vers le chef d'entreprise, le dirigeant d'entreprise. Foncia, aujourd'hui, d'autres expériences avant, on l'a entendu, ça reste malgré tout en termes RH assez compliqué parce que vous apprenez par les RH qu'une de vos collaborateurs est malade. Il faut ensuite, je dirais, un plan et un calendrier parce qu'elle va vous dire, moi le matin, je vais avoir des séances de radiothérapie, de chimiothérapie. Je serai donc disponible que de 14h à 17h, mais il m'arrivera d'être fatigué et j'aurai envie de rester chez moi parce qu'il y a des moments où on descend. Comment on fait? Il n'y a pas de cas particulier, ce que je vous disais. Enfin, il n'y a que des cas particuliers. Je vois, moi, j'ai 2 managers là, qui ont été récemment tous les 2 atteints de cancer. Une a décidé de travailler une semaine sur 2, ça c'est son choix. Quant à l'autre, elle ne peut pas travailler. Voilà, c'était impossible. Il a été obligé de partir pendant X mois parce que ça a été trop compliqué, sa thérapie. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Nous, c'est à nous de nous adapter. Mais c'est pour ça que je dis que ce qui est très important pour une entreprise, c'est l'anticipation. On peut résoudre tous les problèmes, mais il faut juste qu'on puisse être au courant. C'est pour ça que les 50%, il faudrait que 100% des gens puissent en parler. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de tabou après tout dans une entreprise. Je vous pose la question parce que je vous ai vu sourire, mais votre sourire n'était pas des mots. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a encore que 50% de personnes qui osent et d'autres qui partent? Je disais par pudeur, mais est-ce que c'est aussi la peur d'une forme de déclassement dans l'entreprise, de ne plus être dans le moule? Je ne pense pas que ce soit une forme de déclassement, mais c'est que simplement l'absence... On est vite remplacé dans le monde, il ne faut pas rêver, on est vraiment qu'une instantanéité. Voilà. Mais c'est vrai d'ailleurs pour un congé maternité, c'est exactement la même chose. Donc la peur, c'est simplement de se dire, comme je ne vais plus être là, quelqu'un va faire un moment le job à ma place, et puis finalement, il va prendre ma place. Je pense que c'est ça, la crainte. Enfin, votre expérience, et c'est aussi le job dating... C'est aussi un sujet qui a une particularité, la maladie au travail, c'est qu'il n'existe pas dans le monde du travail. On n'est pas malade au travail. Quand on est malade, on est en arrêt maladie. Oui. Quand on revient au travail, on est guéri, bien portant, ultra et performant. donc opérationnel. Moi, je peux vous dire que 10 ans après, les conséquences de la maladie, je les vis encore au quotidien dans ma vie professionnelle, les fatigues, les pertes de mémoire, les difficultés de concentration. La réalité est bien plus nuancée. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel que des dirigeants d'entreprise comme Philippe, comme tous les dirigeants engagés aux côtés de Cancer at Work, prennent la parole vis-à-vis de leurs salariés via la signature de notre charte et leur disent « Chez nous, vous pouvez exprimer que vous êtes malade au travail et ensemble, on va travailler pour vous accompagner, les personnes malades, mais aussi les aidants et puis les collègues et les managers qui souffrent aussi d'une certaine manière de la maladie du collègue ou de la collègue concernée. Vous êtes d'accord, il faut libérer la parole et avoir un discours rassurant, un discours d'accompagnement, parce que c'est vrai que les personnes vous disent spontanément, c'est comme un congé mat, tu sais, je vais partir 6 mois, on me dit que ça ira mieux. Pour certains cancers, les médecins vous annoncent qu'avec un traitement, on s'en sortira.
Bon, ils vous disent peut-être pas toujours que les séquelles vont durer des dizaines d'années derrière. Non, pas. Pas toujours. Bon, vous y croyez, mais en même temps, vous êtes un peu hésitant. Vous sentez que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois que c'est simplement un discours d'authenticité. Et en fait, c'est là la difficulté, c'est qu'il est très difficile d'être soi au travail, puisqu'on nous vend la partition vie pro, vie perso. Quand je suis au travail, J'ai un cadre qui me fait que je m'adapte et que j'ai certains codes. Mais pour autant, le sujet, c'est vraiment cette question de l'authenticité et de laisser la place effectivement à la parole. Parce que sinon, on est dans la double peine. Et on est dans la double peine pour la personne au moment où elle revient, de faire semblant d'être comme elle était avant, alors que je suis partie d'un point A. Au mieux, je suis un point A', mais ça ne sera plus jamais la même chose. On l'entend. Hein. J'ai le même vécu. On a fait le même voyage avec Anne-Sophie dans une autre vie en cancérologie. Donc, vous avez, pardonnez-moi, vous avez aussi traversé cette... Moi, en 2013, oui, en 2013 aussi un cancer du sein. C'est pas très extraordinaire dans la vie d'une femme aujourd'hui. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos vécus? Voilà, toutes les deux, on s'est transformées en entrepreneuses sociales, on va dire ça comme ça. Mais d'autres avec des deuils, avec, encore une fois, un dépôt de bilan. Qu'est-ce qu'on génère de ça? C'est la vraie vie dans le monde du travail. Il y a un soi fort qui est très présent. Non, nous ne sommes pas des cartes de visite au travail. Forcément, voilà, nous avons un corps. Et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de se dire, on doit parler de la place de la santé dans le monde du travail. Il faut le poser dedans. Mais elle est là, la question de la santé. Mais attendez, vous me dites quelque chose de très fort, c'est que toutes les deux, d'ailleurs, finalement, et vous nous éclairez sur une partie de votre vie qui nous échappait, c'est que votre vie a basculé quand même à travers cette maladie qui vous a traversé. C'est-à-dire que vous n'étiez plus non seulement la même, peut-être physiquement, mais professionnellement, vous avez basculé. Moi, il y a eu vous n'avez pas repris la vie que vous aviez avant. Alors moi, j'ai pas une histoire rêvée de comment j'ai été réaccueillie, et donc je ne rentrerai pas là-dedans, puisqu'il faut saluer les initiatives de ceux qui font les choses et qu'on a besoin aujourd'hui de nourrir. Vous avez été accueillie et vous en avez tiré une souffrance de cet accueil. Moi, j'ai pas du tout été accueillie, c'est encore une autre histoire. Moi, j'étais placardisée et on a supprimé mon poste. Donc je ne citerai pas l'employeur parce qu'il y a un peu de Et c'est pas ça qu'il faut qu'on retienne. Je pense que c'est vraiment important de regarder ceux qui font. Moi, pourquoi je m'intéresse à la résilience professionnelle, c'est la médaille, elle n'est pas en chocolat, mais de l'autre côté, parfois, il y a du happy end et ça fait plus d'engagement, ça fait plus de courage, ça fait plus de liens. Et c'est ça qui est intéressant de regarder dans les messages qu'on transmet. Et je pense que vous en êtes aussi l'exemple, c'est qu'on n'est pas là dans le pathos. Ça fait partie de la vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait dans le monde du travail quand on a des collaborateurs qui restent au moins jusqu'à 55 ans en âge de travailler? Qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on valorise? Et nous, on travaille notamment sur le rôle de celui qui va être tuteur de résilience professionnelle, et en particulier ce senior qui, avec 20 ans de boîte déjà, en a vu quelques-unes à titre professionnel et personnel, et qui est peut-être le mieux à même de détecter des situations. Parce qu'on parle du cancer, mais on ne parle pas de l'épuisement professionnel, on ne parle pas du déni d'aidance. Il y a 39% des aidants aujourd'hui qui sont en déni d'aidance. C'est un sujet qui concerne la vie de l'entreprise. Évidemment. Et qui s'épuise parce qu'ils mènent deux vies en parallèle qui sont totalement intenables. Le mot placardisé, je l'avais moi prononcé, mais vous l'avez prolongé par votre propre expérience. Il y a cette espèce d'angoisse absolue de c'est la double peine, Anne-Sophie. C'est-à-dire non seulement je suis malade, mais en plus, hormis des exemples, et Foncia est avec nous là aujourd'hui, il faut le signaler et le saluer, mais il y a des mauvais élèves quand même dans l'histoire. Oui, et à l'inverse en fait de Patricia, moi j'ai eu cette chance de vivre une très belle expérience de vie de la maladie au travail. Qui vient compenser... Et c'est parce que cette expérience de vie, je crois, a été très belle. D'ailleurs, elle se passait juste à côté de vos studios, dans l'immeuble voisin. Ça vous a donc rappelé des souvenirs en revenant... Exactement. Que le bar qui est juste à côté a accueilli l'annonce à mon patron du cancer le 7 mars 2011. Et donc, c'est parce que j'ai eu cette très belle expérience de vie, c'est parce que j'ai eu aussi des managers exemplaires que j'ai su d'emblée que c'était possible et que je pouvais, à ma manière, apporter une contribution pour faire bouger les lignes et mieux concilier, permettre aux dirigeants d'entreprise et à leurs salariés donc ça de vous a mieux libéré, concilier maladie et travail. Moi, ça m'a complètement libérée. Ouais, et donc, ça vous a encouragé finalement à lancer ce sur quoi vous êtes et qui permet quand même de libérer la parole. Parce que ce que vous faites, Cancer at Work, avec des job dating cancer, c'est l'idée que c'est que, vous le dites, le cancer est dans la vie, c'est une épreuve, c'est pas à côté. Je me tourne vers vous parce que vous êtes le bon élève. On voit Frédéric Fougera qui nous parle de l'engagement de Foncia sur beaucoup de sujets, avec beaucoup de sincérité. Il faut être sincère sur ce sujet. Oui, il faut être sincère sur tous les sujets, je pense. Sur tous, mais sur celui-ci, j'allais dire en particulier. On ne fait pas toujours tout bien, vous savez. Mais bien sûr, mais il faut de la sincérité.
Enfin, là où je suis complètement d'accord, c'est que de toute façon, la vie linéaire, ça n'existe pas. On a tous à un moment des chocs, des trucs, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Dans la vie Les accidents de la vie. Voilà, voilà, ça peut être la maladie, mais ça peut être d'autres choses aussi, des problèmes familiaux, etc. Et donc, il faut juste accepter ça, c'est tout, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. La chose qui est la plus importante, en tout cas pour une entreprise, c'est quand même de garder ses équipes. Voilà. Quand on est un bon élève, c'est-à-dire quand un patron d'une grande entreprise décide de s'engager sur ces sujets, et pas que sur ces sujets-là d'ailleurs, je pense que vous avez aussi un retour des collaborateurs. Au-delà du fait de les garder, de garder vos talents, on a bien compris l'enjeu, mais le rapport humain de collaborateurs qui disent j'ai été bien traité, j'ai pu me soigner, j'ai pu revenir au travail. Enfin, vous avez des retours? Oui, bien sûr. Je pense que, une entreprise, ça reste quand même un groupement de personnes qui essaient de travailler ensemble. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire finalement. Et pour travailler ensemble, je pense quand même qu'il faut mettre du bien-être. Ça n'existe pas. Voilà, on a tous un moment, un cœur, où voilà, on a tous des sensations, des feelings qu'il faut au moment pouvoir répondre ou pas répondre. Voilà, on n'est pas des robots. Ça. Donc je pense qu'une entreprise, simplement, son objectif, en tout cas son dirigeant, c'est de faire en sorte que l'équipe, pour qu'elle soit performante, puisse travailler ensemble. Anne-Sophie Tuzinski, on est rentré, je dirais, presque dans l'âme de ce sujet, c'est-à-dire la douleur, la difficulté, les angoisses de perdre son job, d'être placardisé. Ou la libération. Ou la libération, qui est le cas de vos deux histoires, Oui. finalement. Elles ont des aboutissements équivalents. Évidemment, l'accueil n'a pas été le même de part et d'autre. Vous dites dans le baromètre que les collaborateurs ne sont pas informés d'un certain nombre de dispositifs, d'outils, parce que là, on est vraiment dans la relation humaine, mais il y a des dispositifs. C'est quoi les dispositifs? Qu'est-ce qui existe? Alors, il existe des dispositifs de différentes natures, des dispositifs légaux, comme la visite de pré-reprise, la visite de reprise, la formation pendant l'arrêt de travail. Ça peut être une occasion de développer ses compétences. On peut se former, donc. On peut se former, même quand on est en arrêt maladie, avec l'accord, bien sûr, du médecin, de son médecin, mais on peut continuer à développer cette compétence. Chez Cancer at Work, notre conviction va même plus loin. Notre conviction est que dans l'expérience de vie de la maladie, nous développons tous et toutes des compétences et des qualités, souvent les fameux soft skills que tous les recruteurs recherchent à corps et à cri, Oui. et que ces compétences et ces qualités, elles sont précieuses dès lors qu'on les reconnaît, dès lors qu'on en prend conscience, à la fois dans la vie des personnes, mais aussi dans leurs projets professionnels. J'ai intervenu la semaine dernière dans une grande entreprise où on parlait beaucoup d'agilité. Ça, c'est le mot très à la mode. Eh ben, une équipe qui, du jour au lendemain, est confrontée à une annonce et au départ brutal d'un de ses collègues, d'un des collaborateurs, elle doit forcément faire preuve d'agilité pour repenser son organisation et atteindre des objectifs qui sont nécessaires et même indispensables à la pérennité de l'entreprise. Et on travaille beaucoup cette question chez Cancer at Work de la création de valeur humaine, c'est assez évident, sociale, mais aussi économique et sociétale dans nos actions. Juste un mot, alors vous avez créé vos structures, vous vous engagez, il y a de l'engagement dans ce que vous faites sur le recrutement, parce qu'il y a un vrai sujet. Vous êtes en poste, votre employeur vous accompagne, fait le nécessaire, le fait bien, puis il y a celui qui sort d'une longue maladie et qui va être recruté. Il y a une angoisse terrible. Parce que même d'ailleurs, pour tout vous dire, quand vous empruntez à la banque, on vous demande si vous avez eu des graves maladies, vous faites des croix. Comment on fait là? Comment on se positionne sur ce sujet? On dit oui, j'ai eu une maladie, j'ai été longtemps arrêté, parce que sur le CV, ça se voit. On ne le dit pas toujours. Mais on ne le dit pas toujours. Déjà, il faut avoir en tête qu'il y a quand même une personne sur 3 qui quitte l'emploi 2 ans après le diagnostic d'un cancer. Preuve que toutes les entreprises ne sont pas encore à niveau, ne sont pas encore des bons élèves. Alors la responsabilité, elle est partagée. Oui, elle n'incube pas qu'aux dirigeants et à l'entreprise. Elle incube aussi aux personnes qui sont directement concernées touché, quand même. et à l'individu. Mais on a quand même encore une personne sur 3 qui quitte l'emploi. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, surtout quand on a en perspective le fait que notre système de santé, aux 2/3, est financé par les cotisations des actifs. Eh oui. Vu les nombres qu'on a évoqués tout à l'heure, vous voyez qu'on a un petit sujet quand même sur la pérennité des soins, même en France. La deuxième chose, c'est que beaucoup de candidats hésitent, bien sûr, à révéler cette expérience de vie, ce trou dans le CV. Eh oui, eh oui. Lors Petit des embarras, entretiens de recrutement, gros embarras, à la fois des candidats, mais aussi des recruteurs. Et c'est l'objet, en fait, des job dating Cancer at Work, c'est de créer ce lien, de permettre justement aux personnes qui ont été malades, en tout cas de se poser la question, parce que je crois qu'il faut éviter les injonctions
dans un sens ou dans l'autre de dire ou ne pas dire. C'est un choix très personnel et ce choix, il est fait aussi au regard du recruteur qu'on a en face de soi. Quand on postule chez Foncia, par exemple, on sait que cette entreprise, eh bien, elle travaille pour concilier maladie et travail. Donc, on peut se dire qu'on peut faire le choix d'en parler. Donc, faire confiance et pouvoir le dire. C'est peut-être pas le cas partout. Ce qui est mieux, non, ce qui n'est pas le cas partout, il faut le dire. Enfin, non, mais bien sûr. Vous êtes d'accord. C'est pour ça que 50% ne révèlent pas. Ne révèlent pas. Mais bien sûr. Vous êtes d'accord avec cette espèce de... C'est pas de la pudeur, c'est presque une gêne. On se dit, si je dis que j'ai eu le cancer et que pendant 1 an et demi, j'ai quitté l'espace professionnel... Ou une gêne ou une peur. Ou une peur. Mais j'ai forte chance de ne pas être recruté. C'est pour ça que c'est vraiment important de se dire comment on raconte l'histoire. Et nous, chez Envie de Résilience, le prix de la résilience professionnelle, c'est quoi son objectif? C'est de récolter justement tous ces récits, tous ces contes qui parlent de la résilience professionnelle et qui racontent comment, à partir d'une épreuve de la vie, je vais avoir transformé mon travail et peut-être même mon entreprise. Et il est vraiment important de pouvoir aussi accompagner justement la traduction de ce vécu, non pas dans une position victimaire, mais dans une position aussi d'acteur et d'être auteur. Et tu parlais d'injonction, le vrai risque, il est là. Nous, en plus, la résilience, on en parle à toutes les sauces. Donc, sois résilient. C'est vrai. Non. Résistance, ça aussi, c'est un mot qu'on a un peu galvaudé. Résilience, c'est une autre chose. Et il y a vraiment eu un besoin d'accompagnement et de transformation du vécu et d'identification, effectivement, de ces fameux soft skills. Parce que je peux raconter l'histoire de différentes manières. Et forcément, je vais renforcer mes critères de conviction pour mon employeur. Et en même temps, je vais restaurer mon estime de moi-même, ce qui n'est pas des moindres. Pour le dire en mots tout bêtes, Patricia, vous nous dites que ces soft skills, c'est que vous regardez un recruteur et vous lui dites, mais vous imaginez pas la force que j'ai eue surhumaine pour me battre contre la maladie. La force, j'ai un peu de mal parce que la force, elle vient nourrir la résistance. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi les soft skills? C'est l'abnégation, la résilience, la combativité, gestion des priorités, la prise de recul, l'humanité, même. Le courage, l'intelligence émotionnelle, l'innovation, la cohésion. La capacité apprendre à se connaître encore plus, peut-être. C'est sûr que c'est quand même un voyage assez intérieur avant de pouvoir effectivement le transformer. On est d'accord. C'est une grande découverte de soi et il y a besoin d'accompagner ça. Et c'est vrai que dans le monde du travail, on n'a pas cette culture-là d'aller accompagner ce type de choses parce qu'il y a effectivement cette pudeur. Il y a aussi ce qui était registre vraiment du cachet. Je veux dire, la maladie, le perso, c'est chez soi. Aujourd'hui, c'est la faiblesse. Excusez-moi, c'est l'idée que... Ça peut être considéré comme la faiblesse. Et en même temps, on va avoir d'autres sujets. On parlait des Covid longs. On rentre aussi sur un autre segment qui va être confronté à ce type de situation. Et on peut rester dans l'entreprise à faire comme si on était des cartes de visite, comme si on était des robots. Ou alors on se dit, tiens, c'est sur la table, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce que collectivement on apprend? Parce que cette expérience qui est vécue à partir de cette personne-là, elle me permet moi aussi en tant qu'entreprise, quand je suis victime d'une crise, finalement, de déployer aussi un certain nombre, une trousse de secours, parce que j'ai déjà vécu quelque chose, et dans la gestion de crise, il n'y a rien de pire que le déni. Donc le fait de cacher ça, le fait de mettre sous le tapis ou dans les placards, c'est perdant pour tout le monde. Juste un mot, il y a aussi la parole entre, j'allais dire, ceux qui sont en bonne santé, et puis on apprend, et c'est souvent des nouvelles terribles dans une entreprise, quand on apprend qu'un collaborateur, un ami, souvent, on apprend comme ça de manière incidente, tiens, il a le cancer, c'est terrible. Comment ça se passe dans une entreprise? Est-ce qu'il faut aussi y mettre des groupes de parole, en parler? Ou est-ce qu'on le dit en catimini à la cafétéria en le disant sous le sceau du secret? Je vous vois sourire, c'est souvent ce que font les collaborateurs. Il y a de la gêne, il y a de l'embarras. C'est souvent ce qui se passe et je crois que ça se prépare en fait, tant du point de vue de la personne qui est directement concernée que de l'équipe. Réfléchir à qui on peut le dire, comment on va le dire, à quel moment. Je crois que c'est essentiel et c'est un exercice en fait qu'on invite l'ensemble des personnes malades à réaliser. Il y a des moments, il y a des mots et c'est pas quelque chose qu'on balance à la machine à café. C'est quelque chose. Excusez-moi, c'est une information aussi que lorsqu'on est victime de cette maladie, qu'on a envie de maîtriser aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'information ne vous échappe pas comme une sorte de rumeur comme ça qui se dissipe comme un poison dans l'entreprise. Enfin, il y a quand même, c'est très gênant. Enfin, c'est votre image, c'est l'image de la personne. C'est pas toujours le cas en fait. Et c'est vraiment ce que disait Philippe tout à l'heure. Il n'y a pas une situation qui ressemble à une autre. Il n'y a pas une envie d'une personne qui ressemble à une autre. Et même chez une même personne, l'envie peut varier au fil du temps. Philippe Salle, comment ça se vit et vous n'avez pas finalement répondu sur le retour des collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils disent de votre entreprise lorsque, non seulement ceux qui sont recrutés, mais ceux qui sont atteints par ces maladies graves, on parlait du cancer, il n'y a pas qu'elles, il y a des retours? Ils disent, oui, j'ai été pris en charge, oui, j'ai été bien pris. Je pense je suis sûr même que certains apprécient énormément. Après,
la parole doit se délier sur ce sujet-là. Voilà. Je pense que c'est très apprécié. Certains le disent, d'autres moins, peu importe. Je crois que ce qui est important, c'est que l'entreprise le montre. Et puis au fur et à mesure qu'elle Le disent. se débloque. Oui, exactement. Il faut mettre des mots. débloquer la parole. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Parce que le plus important pour moi, c'est qu'il puisse y avoir un échange, encore une fois. La maladie, ça va arriver à plein de gens, on le sait bien. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est pouvoir en parler de façon assez, je dirais, décontractée sur le sujet. Décontractée, Et d'avoir une pas sur le- écoute attentive Oui, bien et bienveillante. C'est pour ça que les managers doivent être formés aussi. Exactement. Oui, je rebondis Un là-dessus. dernier mot. Oui, parce que du coup, sur Patricia. cette question-là, nous, on est très engagés avec AG2R, la mondiale et Merck notamment, sur ce rôle du manager, ce tuteur de résilience professionnelle, et sur sa nécessaire professionnalisation, parce qu'effectivement, il y a le patient, enfin la personne qui dit, mais comment la personne reçoit, est-ce qu'elle est habilitée, qu'est-ce qu'elle a comme soutien, vrai. elle aussi comme ressource, parce qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent la résilience professionnelle sont aussi beaucoup ceux qui s'épuisent. Et si nos pompiers prennent feu, il n'y a plus personne pour tenir l'édifice. Un dernier mot, un dernier conseil peut-être. Ma conviction, elle va plus loin, c'est qu'on est tous acteurs finalement de mieux concilier maladie et travail. Et Philippe fait toujours preuve de beaucoup d'humilité, mais moi, ce que j'entends dans son Oui, entreprise il est très humble. et chez tous les membres de Cancératoire, que c'est la fierté des salariés, de l'ensemble des salariés, d'avoir un patron, d'avoir une entreprise engagée pour concilier les maladies, les accidents de vie avec la vie professionnelle. Donc votre travail est double, à la fois libérer la parole de celles et ceux qui sont atteints par ces maladies, pas toutes mortelles, faut-il le préciser, sur lesquelles on reprend vie et sur lesquelles on va rebâtir une histoire. Et puis vous êtes aussi, vous avez parlé aux chefs d'entreprise qui sont peut-être les mauvais élèves ou qui ne savent pas faire. C'est ça votre Ou enjeu. qui n'ont pas conscience. Et qui parce n'ont pas encore qu'aujourd'hui, l'entreprise, finalement, ne touche pas du doigt un sujet qui n'est pas cartographié. Vous savez que le monde de l'entreprise, c'est quand vrai. il n'y a pas de cas, c'est difficile à appréhender. Ces chefs d'entreprise qui nous écoutent, un quart de vos salariés à horizon 2025 seront touchés. Est-ce que vous pouvez vous priver d'un quart de vos talents en quelques semaines, quelques mois pour avoir une entreprise performante et durable? Merci mesdames, bravo pour ce que vous faites en tout cas Merci pour à vous. libérer la parole et évidemment donner aussi envie à ceux qui sont atteints par ce maladie de le dire, de poser ce problème et puis d'avoir une vie après, puisque c'est le témoignage que vous êtes venu Ça nous s'appelle la apporter. résilience, en fait. La résilience. Merci Patricia Ferré, fondatrice directrice générale de l'association Envie de Résilience, avec un baromètre. Et puis Anne-Sophie Tuzinski, il y avait un livre que je n'ai pas présenté, Cancer et travail, j'ai retrouvé ma place, comment trouver la vôtre, avec un point d'interrogation qui est sorti en 2017 chez Erol. Merci à Philippe Salle pour vous aussi ce que vous faites chez Foncia, avec beaucoup de modestie et de recul, mais vous le faites réellement. Vous êtes le président de ce groupe Foncia. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On connaît tous les CFA, Centre de formation des apprentis, mais est-ce que vous connaissez les CFA, le CFA du chiffre? Non, vous ne le connaissez pas, on vous le présente.